Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition du Bulletin des régions, une émission réalisée grâce à la collaboration de 20 télévisions communautaires autonomes associées à Cogeco. Bonne émission. Alors, qu'est-ce que ça évoque pour vous, le 5-10-15? C'est un espace absolument magnifique. C'était des belles professions dans ce temps-là? J'ai fait 40 ans, madame. Non. Je vois l'homme comme un arbre parce que l'homme prend racine comme l'arbre. Avez-vous l'impression qu'il y a une relève pour ça? Est-ce qu'il y a des jeunes qui vont pour pas que ça se perde? C'est cette année que ça vaut vraiment la peine de venir au marché public. Ça représente une belle tradition, en fait, qui est un peu un porte-bonheur pour les pêcheurs. Au sommaire pour vous cette semaine, en Gaspésie et aux îles de la Madeleine, on lance une série de balados sur les femmes et la politique. À Vaudreuil-Soulanges, le ministre Pierre Fitzgibbon participe à l'événement Horizon économique. À Petite-Vallée et Saint-Maxime-du-Mont-Louis, 2 télévisions communautaires risquent de disparaître. À Montjoly, la Maison des Tournesols fête son 50e anniversaire. Partout au Québec, une course à l'as au profit des télévisions communautaires. À Saint-Raymond-de-Portneuf, la Maison d'aide Villa Saint-Léonard combat l'itinérance. À Trois-Pistoles, des phoques du Groenland sont observés à proximité de l'île aux Basques. À Forestville, une journée d'activité sous le thème des plaisirs d'hiver. Mais pour commencer, rendons-nous à Baie-Saint-Paul où le regroupement des voix féministes de Charlevoix organisait, le 1er février, une première mobilisation citoyenne pour rendre visible le 2e féminicide de l'année au Québec. Un reportage de Lydia Duchesne de TVCO. 2024 vient à peine de commencer et déjà 2 féminicides sont comptés au Québec. Parce que ces drames sont trop souvent passés sous silence, les organismes féministes de la région font un appel à la mobilisation. Par cette action symbolique, le comité Les Voix féministes de Charlevoix, qui regroupe les 4 groupes de femmes de la région, veulent briser le silence en dénonçant et en rendant visibles les violences faites aux femmes. Ce rassemblement se fait à la mémoire de Narges Ben Yedder, 32 ans, tué par son conjoint le 26 janvier à Montréal, et aussi à la mémoire de toutes les femmes tuées en contexte de violence conjugale. La Maison La Montée, le Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel de Charlevoix, le Centre des femmes de Charlevoix et le Centre Femmes au pluriel sont les 4 groupes qui défendent les valeurs féministes dans les 2 MRC. Parce que la violence faite aux femmes et leurs enfants est un problème de société, même si elle se passe dans la sphère intime, nous exigeons que le gouvernement fasse de la lutte contre les violences une priorité. Tous les 7 jours, au Canada, on estime environ une femme est tuée par son conjoint. C'est inacceptable, pas une de plus. De concert avec les regroupements féministes de la capitale nationale, tous les jeudis suivant un féminicide, une mobilisation sera organisée de 12h15 à 12h45 à Baie-Saint-Paul et à la Malbaie. On fait partie d'un regroupement qui est le regroupement des groupes de femmes de la capitale nationale, donc qui regroupe des organismes de partout dans la capitale nationale. Et elles aussi font des rassemblements comme ça. Donc présentement à Québec, il y a un rassemblement. Donc, en même temps, tout à fait. Donc le jeudi suivant un féminicide, les groupes de femmes sont appelés à se rassembler. Et nous, on souhaitait le faire ici localement. On voulait davantage rendre visibles les féminicides pour sensibiliser la population plus localement. Donc, il y a eu déjà un premier féminicide là, au début janvier. Et on a envoyé un communiqué dans les médias locaux là, ici dans Charlevoix. Et là, on a eu le temps de se préparer pour vraiment faire une action vraiment de visibilité. Malheureusement, avec ce 2e féminicide-là qui est arrivé là, très rapidement. Les années pandémiques ont amené une hausse importante de violences conjugales partout dans le monde. Bien que ces taux aient légèrement diminué depuis, ce sera toujours trop.
Chaque fois qu'une femme est tuée, ça ne concerne pas juste la famille, l'entourage, les proches, ça concerne vraiment tout le monde, le voisin, la voisine, puis socialement aussi, là, comment on traite la violence, puis comment on investit aussi dans cette lutte-là. Là, aussi au niveau du gouvernement, là, on a aussi quand même des attentes qu'il y ait une réponse gouvernementale et financière, mais et aussi donner des moyens, dans le fond, aux organismes qui sont déjà présents sur le terrain. Là. Les 4 organismes aujourd'hui, on en fait un peu, on démontre un peu ça aussi, là, que notre présence est importante, puis on travaille fort. Même si les derniers féminicides n'ont pas eu lieu près de nous, la violence conjugale est bien présente dans la région, comme le démontrent les taux de fréquentation des différents organismes. Je pourrais parler au Calax particulièrement. Là, on a eu une hausse de la liste d'attente suite à la pandémie, puis ça a dérougi plus ou moins. Là, on a des accalmies, mais on a des demandes qui sont grandissantes. Puis on voit aussi des nouvelles demandes de jeunes, d'adolescentes, en fait, dans les écoles secondaires où on est beaucoup plus présente, puis où il y a une hausse de demandes. Donc, on imagine en fait que la sensibilisation, en tout cas la compréhension de c'est quoi le consentement, c'est quoi les violences faites aux femmes, puis c'est quoi les formes en fait qui existent, peuvent aider aussi les femmes ou les victimes en fait à aller chercher de l'aide dans nos organismes. Tout à fait. Plus on en parle, plus on dit que c'est inacceptable, plus les gens vont oser en fait briser le silence, venir nous en parler. Puis ensuite, nous, on va référer soit au Calax ou à la Maison La Montée. Là. Mais je sais qu'à la Maison La Montée, il y a quand même un gros roulement de femmes qui font des demandes là, de soutien, d'hébergement. Si vous êtes témoin, victime ou êtes vous-même sujet à poser des actes de violence conjugale, osez briser le silence. Des ressources sont disponibles partout sur le territoire pour vous venir en aide. Consultez le site charlevoixsocial.ca pour toutes les coordonnées. Ensemble, nous avons le pouvoir de changer les mentalités et de transformer la société. La violence conjugale, c'est l'affaire de toutes et tous. Pas une de plus. Le regroupement des groupes de femmes de la Gaspésie et des îles de la Madeleine lance une série de balados intitulée « Femmes et politique ». Un reportage de Valérie Pinault de Télévague. Pouvez-vous me faire un petit rappel, c'est quoi la mission de la table de concertation des groupes de femmes de la Gaspésie et des îles de la Madeleine? Oui, bien la table, on est un organisme en défense collective des droits. Donc, on fait la défense de droits des femmes de tout le territoire Gaspésie-les-Îles. Puis, on rassemble les groupes qui travaillent en conditions féminines. Fait qu'on peut penser au centre de femmes, aux maisons d'aide et d'hébergement, les Calax. On a aussi des membres qui sont des groupes d'entraide en allaitement. Là, donc, vraiment les groupes qui partagent notre vision féministe, puis qui nous aident à sentir le pouls là, sur le terrain, pour voir c'est quoi les enjeux que vivent les femmes dans la région. Mais récemment, vous avez lancé une série de balados. Comment ça s'est déroulé? Ça faisait longtemps qu'on voulait aborder le thème femmes et politique. On voulait vraiment l'aborder dans une perspective large là, de c'est quoi la politique. On voulait l'ancrer dans la région aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font, qui se disent sur les femmes en politique au Québec. Mais dans un territoire comme la Gaspésie et les îles de la Madeleine, bien, il y a des particularités. Donc, nous, ça faisait longtemps qu'on voulait faire une série balado aussi. Là, donc, on a décidé de jumeler nos deux idées, puis d'aller à la rencontre, en fait, de femmes qui sont impliquées en politique en Gaspésie et aux îles de la Madeleine, pour vraiment avoir leur vécu, leur expérience, pourquoi elles s'impliquent en politique. Puis on a autant des femmes qui sont en politique municipale, en politique provinciale, dans des mouvements sociaux, en politique autochtone aussi, comme attachées. Donc vraiment, on voulait démontrer que la politique, c'est pas juste mettre sa face sur une pancarte, mais que c'est aussi s'impliquer dans les mouvements écologistes, dans les mouvements étudiants. Donc on a quand même une belle diversité là, de femmes qui ont été rencontrées là, pour ce projet-là. Avec ma collègue Léa, on s'est penché sur les préjugés, par exemple, que traditionnellement, c'est des hommes qui se présentent en politique, c'est encore une majorité d'hommes. Donc, déjà, on est dans un milieu non traditionnel. C'est de plus en plus habituel de voir des femmes, mais ça reste que l'idée qu'on se fait d'un politicien, ben c'est un politicien. Il y a beaucoup aussi les femmes qui sont maires, ça a beaucoup été mentionné, que ce soit des conseillères municipales ou des élus au provincial.
On a l'impression de pas être une bonne mère parce qu'on n'est pas beaucoup à la maison, puis on a l'impression de pas être une bonne élue parce que, bon, il faut amener notre enfant. Donc, la conciliation travail-famille, c'est beaucoup revenu comme un défi. Vous avez combien d'épisodes de balado? Il y a 10 épisodes, donc on en a 3 qui ont été lancés déjà, puis chaque nouvel épisode sort le lundi. Le premier épisode, c'est avec Mégane Perry-Mélençon, qui est porte-parole du Parti québécois et ex-députée de Gaspé. Le deuxième épisode, c'est avec Charlotte Guédussault, qui est une militante à Cap d'Espoir, qui a travaillé beaucoup, qui a milité beaucoup dans les mouvements sociaux, mais aussi comme attachée de presse pour Québec solidaire, comme avec Françoise David, entre autres. Moi, je fais l'objet du 3e épisode, donc moi, j'ai été candidate pour Québec solidaire. Lundi prochain, on a eu vraiment la chance d'avoir Mélanie Clavette, qui était la mairesse de Petite-Vallée. Okay. Et c'était la première entrevue qu'elle donnait depuis sa démission. Vraiment, on était super honorés que les femmes... Oui, veulent participer, puis Léa, l'animatrice, elle a vraiment su créer là, un super espace là, où les femmes se sont senties à l'aise de se confier sur leur expérience. Les balados sont disponibles sur toutes les plateformes, là, donc que ce soit Spotify ou Apple Podcast. Les liens vers les plateformes de diffusion sont sur notre page Facebook et notre compte Instagram. Okay. Donc la table de concertation des groupes de femmes GYM, Gaspésie-la-Madeleine. On invite la population à aller écouter parce que c'est vraiment des témoignages de femmes d'ici qui sont engagées pour leur communauté, puis surtout à commenter. Nous, on a hâte d'entendre qu'est-ce que les gens vont avoir pensé du partage de ces femmes-là. Donc, vraiment, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, vos commentaires, puis à partager dans vos réseaux. Merci, Catherine. Ça fait plaisir. La Chambre de commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulanges recevait, dans le cadre de l'événement Horizon économique, le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon. Chantal Bédard de CSur.tv était sur place. Près de 120 personnes ont pris part le 23 janvier dernier à la première édition de l'événement Horizon économique, organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulanges et Développement Vaudreuil-Soulanges. Horizon économique, une journée spéciale, c'est une première pour la Chambre de commerce. Quels sont les objectifs de l'événement? Bien, c'est d'informer nos membres de la Chambre, les informer puis de leur donner des pistes de solutions pour participer à la relance de cette économie-là. On sait que l'économie est un petit peu plus chambranlante ces temps-ci. Donc, avoir des pistes de solutions, des idées, puis nous permettre de déployer nos ailes comme région économique importante du Québec. On le voit sur le graphique, les paiements d'intérêts au Canada ont augmenté de 50 % au cours des 18 derniers mois. Donc, l'impact de la hausse des taux d'intérêt, c'est là qu'elle est, c'est sur les gens, aussi sur les entreprises. Les enjeux de développement économique sont cruciaux et je suis confiant que l'événement d'aujourd'hui permettra de nourrir vos décisions d'affaires afin de contribuer à votre croissance et au dynamisme du territoire. On ne le répétera jamais assez, le 74-75 % du corridor de commerce des échanges commerciaux du Québec passe dans Vaudreuil-Soulanges. Dans la présentation de plusieurs personnes qui sont venues sur scène, on parle de la position stratégique de Vaudreuil-Soulanges, point de vue économique, mais à d'autres niveaux. Parlez-moi un peu des invités qui vont venir au cours de la journée. Bien, en fait, on a pris une belle brochette d'invités, je pense, pour couvrir suffisamment de sujets pour intéresser tout le monde, mais toujours sous une même thématique. Alors, on est toujours économie, développement régional, vraiment pour que nos entrepreneurs locaux viennent en apprendre davantage, puis repartent un peu comme Serge disait, avec de nouvelles idées, pour pouvoir relancer l'économie. L'introspection, bien, on a la capacité ici de vous démontrer que des entrepreneurs ont fait des introspections et ont pris des initiatives de développement durable. Il faut qu'on se mette en action rapidement et pas seulement sur ce qu'on lit dans les journaux, mais sur les choses qui sont des bases de travail, si vous voulez, pour améliorer le marché de l'emploi. Là, je décide de passer au 5.0. Non, c'est plus vrai. Ce que je veux, c'est créer un milieu de vie stimulant, encourageant, dans lequel, oui, je vais avoir de la technologie, mais pour l'humain, avec l'humain. Fait que faire ce changement-là force un changement de valeur, un changement culturel obligatoire. Donc, ça me fait plaisir de joindre à vous et de présenter la fierté qu'on a à bâtir et on l'attendait énormément dans la région.
Sous vos yeux, se construit un hôpital qui comptera 404 lits. Une belle brochette, des grands noms. Monsieur Pierre Fitzgibbon, c'est quand même un bon coup pour la Chambre de commerce? Oui, c'est un très bon coup. Les ministres de l'économie, c'est notre journée porte sur l'économie, donc je pense que c'était tout de go qu'il soit là. L'objectif, c'est de rendre tout secteur de la production et distribution d'énergie plus flexible et de faire d'Hydro-Québec un outil de création de richesse encore plus puissant qu'il l'est aujourd'hui. Je dis souvent, le développement énergétique sera le créateur de richesse au cours des prochaines années. L'inquiétude règne à Saint-Maxime-du-Mont-Louis et à Petite-Vallée, alors que l'avenir des 2 télévisions communautaires sur place est en péril. Marc Baudouin, de la télévision de la Matapédia, s'entretient avec Amélie Hintz, qui est la directrice générale de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Le câblo-distributeur Cogeco a annoncé qu'il cessera d'offrir ses services de diffusion le 31 mars prochain à 2 télévisions communautaires de la Gaspésie, soit la TVC de l'Estran de Petite-Vallée et Télé-Soleil de Saint-Maxime-du-Mont-Louis. Des recherches de solutions sont en cours et pour parler du dossier, je reçois Amélie Hintz, qui est directrice générale de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Bonjour Amélie. Bonjour. Bon, tout d'abord, comment la Fédération a réagi à l'annonce de cette nouvelle? Bien, ça a quand même été un choc, c'est une surprise. C'est très, très rare qu'un câblo-distributeur se retire d'une région complètement pour cesser d'offrir le service de câblo-distribution aux citoyens. D'habitude, on voit plus une augmentation de la concurrence, donc des nouveaux joueurs qui vont arriver dans le portrait. Quelqu'un qui se retire comme ça, là, c'est très rare. Et quelles raisons ont été évoquées par Cogeco, justement, pour mettre fin à cette entente? Ah ben c'est une décision financière de leur côté, là, c'est vraiment une décision d'affaires parce que c'était difficile d'atteindre la rentabilité avec l'arrivée justement de TELUS dans le portrait qui offre des services d'Internet là, dans cette région-là, région dans laquelle Cogeco n'offrait pas ces services-là, donc offrait que la câblo-distribution. Donc c'est ce qu'on nous a dit, là, évidemment, donc je pourrais pas parler plus en détail que ça, mais c'est les raisons qu'on nous a données. Justement, tu parlais de TELUS, qui est le compétiteur. Il y a peut-être des possibilités, justement, que les télévisions communautaires soient supportées par TELUS. Il y a même une rencontre qui a eu lieu dernièrement là, avec TELUS. Qu'est-ce que ça a donné? Oui, bien, c'était une première rencontre un peu pour leur expliquer notre vision un peu de la chose, que les télévisions communautaires faisaient sur leur territoire, pour les citoyens, le genre de programmation qu'ils offraient et d'évaluer la possibilité d'être diffusés sur TELUS, sur le câble chez TELUS. Donc, c'est sûr qu'eux ne fonctionnent pas tout à fait comme les câblo-distributeurs un peu traditionnels, comme Vidéotron, Cogeco. Donc, reste à voir là, si ça va être possible éventuellement de pouvoir faire du direct, là, mais pour l'instant, ce ne serait pas vraiment ça. Ce serait vraiment de pouvoir distribuer la programmation qui est tournée, puis l'envoyer chez TELUS pour qu'ils puissent le mettre sur leur plateforme. OK, ça serait vraiment pour faire de la diffusion, là. Parce que là, on sait aussi, comme les émissions en direct, bien, c'est principalement le télébingo, mais qui est quand même une source de revenus principale pour les télévisions communautaires. Oui, exactement. C'est sûr que ça, c'est un gros enjeu. Je pense pas que ce soit possible de le faire pour l'instant pour la fin du mois de mars là, avec TELUS. Mais évidemment, nous, on va pas arrêter de discuter avec eux puis de voir les possibilités qu'il y a pour l'avenir. C'est encore trop tôt pour dire que ça sera pas possible du tout. Mais évidemment, ça demanderait des modifications probablement dans leur manière de faire parce que c'est pas tout à fait comme ça qu'eux fonctionnent pour la programmation communautaire habituellement. Là. Est-ce qu'il y a une autre rencontre qui est prévue avec TELUS? On attend de leurs nouvelles. De leur côté, ils devaient faire des vérifications légales avec le bureau maire qui se trouve pas dans notre coin, évidemment. Donc, on attend de voir de leur côté quand ils vont en parler aux dirigeants responsables. Puis, c'est sûr qu'on devrait se reparler là, dans les prochaines semaines.
Le retrait de Cogeco a également un impact sur l'aide financière du ministère québécois de la Culture et des Communications qui envoie justement de l'aide financière à ces télévisions communautaires. Alors, c'est quoi cet impact-là? Oui, ben le ministère de la Culture et des Communications du Québec finance avec leur programme d'aide au fonctionnement, le PAMEC, les télévisions communautaires au Québec qui se qualifient. Puis pour se qualifier pour ce programme particulier-là, il faut diffuser la programmation sur un câbleau distributeur, donc sur une ligne terrestre de câbleau distribution. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui perd sa câbleau distribution, comme c'est le cas pour les deux télévisions là, qui n'auront plus accès à la câbleau de Cogeco, il y a un danger de perdre le financement, mais on a tout de suite contacté le ministère pour leur expliquer la situation, puis ils sont très compréhensifs, évidemment. Ils vont pas couper le financement du jour au lendemain. Ils vont nous laisser le temps d'au moins faire des démarches puis de voir qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme solution pour ces deux télévisions-là. Et si jamais avec TELUS, ça ne fonctionne pas, est-ce qu'il y a d'autres solutions qui sont en banque, qui seraient envisageables? Côté câbleau distribution, ben, TELUS, c'est vraiment la seule option. Je pense qu'il existe des coopératives solidaires qui offrent l'Internet dans ce secteur-là, mais il n'y a pas la câbleau distribution. Est-ce que, bon, il y aurait quelque chose qui pourrait être fait là, qui pourrait être exploré, possiblement, mais évidemment, moi, c'est ça. Je peux pas m'embarquer là-dedans pour l'instant. Donc, TELUS, c'est le seul autre câble distributeur qu'il y a dans cette région-là. Sinon, ben, ça va être de faire une demande au ministère, en fait, pour être reconnu comme un média en ligne, parce que c'est toujours possible de faire la même programmation et d'offrir la même programmation aux citoyens via le site Internet, les réseaux sociaux, etc. Donc, il y aurait ça, mais c'est pas tout à fait la même affaire, là. Puis, on peut pas plus faire de diffusion de bingo sur Internet seulement. Donc, ça resterait un enjeu majeur. Ça, au niveau qu'on ne peut pas diffuser le télébingo là, en ligne, c'est à cause des lois sur la loterie? Oui, exactement. Donc, c'est la RACJ qui ne le permet pas en ce moment. Ils sont en train de faire une refonte de la loi sur la gestion des bingos au Québec. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner, mais c'est pas sorti encore. Puis, j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui pourrait être envisageable à court terme, tout le moins, d'être seulement en ligne. Je pense que les télévisions, ils ont une licence de bingo média, donc c'est pour diffuser dans un média. Donc, c'est pour ça que diffuser seulement sur Internet, c'est sûr qu'actuellement, au moment où on se parle, c'est pas possible. OK. Donc, à suivre, peut-être qu'il y aura des changements à la positive. Justement, cette situation-là que les télévisions communautaires subissent en ce moment, est-ce que ça marque un avenir incertain pour les télévisions communautaires? Bien, c'est sûr que là, c'est incertain pour deux de nos télévisions communautaires. Je pense pas que cette situation-là va se généraliser. Donc, je verrai pas ça, tu sais, c'est pas une catastrophe annoncée là, pour tout le monde. Par contre, il y a d'autres défis pour toutes les télévisions communautaires du Québec, la découvrabilité, aller chercher un auditoire, tu sais, qui est de plus en plus dispersé avec le lot de contenu qui est produit en ligne, qui est disponible partout sur les réseaux sociaux. Donc, ça, c'est un réel défi aussi auxquels tous nos membres doivent faire face. Mais je suis quand même confiante simplement parce que la programmation qui est faite dans les télévisions communautaires, c'est un créneau très, très particulier d'information locale, de programmation locale qui est faite par et pour les communautés qui sont mal desservies par les grands réseaux. Et ça ne va pas changer. La manière dont on va le consommer, le produit va changer, puis la manière de réussir à aller chercher son auditoire, oui, c'est un travail constant. Par contre, je suis pas inquiète parce que le créneau qu'on occupe, on est le seul à l'occuper. Puis c'est quelque chose qui est absolument nécessaire pour nos régions. Oui, puis c'est quelque chose qui ne va pas changer parce qu'avec la crise des médias, les médias régionaux s'occuperont pas plus du local là, dans les prochaines années. Là. Non. Exactement. Tu sais, on l'a vu, la crise des médias a fait en sorte que les grands réseaux ils ont de moins d'argent à investir. Où qui coupent en premier? Ben, c'est dans leurs bureaux régionaux qui couvrent les régions. Nous, on est déjà là présents sur le terrain, on est déjà implantés dans nos communautés, donc je suis pas inquiète par rapport à ça. T'sais, les gens ne le supposent peut-être pas, mais le réseau des télévisions communautaires est quand même énorme. Vous avez beaucoup de télévisions communautaires qui sont membres de la fédération. Là.
Oui, absolument. On est à peu près 41. On est sur presque tout le territoire du Québec, dans 15 des 17 régions administratives dans la province. Donc, oui, c'est quand même assez important. Puis, tous nos territoires couvrent des marchés différents, puis servent aussi des citoyens qui n'ont pas nécessairement accès à de la télévision locale autrement. Donc, oui, c'est un travail énorme qui est fait par nos membres. Tout à fait. Amélie Heinz, directrice générale de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec, merci beaucoup d'avoir accepté notre entrevue. Ça m'a fait plaisir. Puis on souhaite là, une solution rapide là, pour ces 2 télévisions communautaires là, de la Gaspésie. À Montjoly, Marc Després de TV Métis était sur place au lancement d'un magazine soulignant le 50e anniversaire de l'organisme communautaire La Maison des Tournesols. Eh bien, on se trouve à la Maison des Tournesols, c'est le 50e anniversaire et on avait un beau projet à présenter aux gens ce soir dans ce 5 à 7. Oui, ça nous faisait plaisir ce soir d'inviter tout le monde à venir à notre super beau 5 à 7 pour le lancement de notre revue commémorative pour le 50e. Et qu'est-ce qu'on retrouve dedans à ce moment-là? Bien, principalement, vous allez retrouver toute l'histoire de la Maison des Tournesols, les 50 dernières années quand même, par Joanne Deschênes. Et d'où est venue cette idée de mettre en place ce magazine? Bien, en fait, c'est que c'est pas tous les jours qu'un organisme de la région a 50 ans. Fait qu'on trouvait ça vraiment important de célébrer ce 50e anniversaire-là en relatant l'histoire, mais aussi les bons coups, puis d'inviter les membres à s'exprimer. Fait qu'il y a aussi des témoignages à l'intérieur de la publication. Fait qu'on on s'est dit quelle idée on pourrait mettre de l'avant pour parler du 50e, mais quoi de mieux qu'une publication avec des images, des histoires, des témoignages. Est-ce que ça a été difficile de faire les choix? En fait, il y a eu des choix à faire parce qu'il y avait beaucoup de photos. On sait qu'en 50 ans, on se ramasse avec beaucoup d'archives. Mais l'équipe de la Maison des Tournesols s'en est sortie vraiment super bien pour relater l'histoire puis choisir des images. C'est pour ça qu'aussi, on a un super diaporama avec des images là, des 50 dernières années qui sont là présentées ce soir aux convives. Est-ce qu'on retrouve automatiquement de ces images dans le livre? Ou Bien, dans le livre, c'est un condensé parce que là, on ne pouvait pas mettre toutes les images de 50 ans. Puis quand on raconte une histoire, on est obligé de faire des choix. Fait qu'on a dû choisir certaines images pour illustrer les propos qu'on retrouve dans la publication. Et quelle est la réaction des gens jusqu'à maintenant? Jusqu'à date, la réaction est super bonne, mais tout particulièrement pour les membres. Eux n'ont pas encore vu et reçu. Ils vont la recevoir mardi la semaine prochaine. Moi et Joanne, on va passer à presque 150 portes pour leur distribuer en main propre parce que c'est leur histoire, l'histoire de la Maison des Tournesols. Mais jusqu'à date, ils ont vu le diapo puis ils étaient bien contents de se voir. Donc, la réaction est vraiment très positive. Oui, très positive, très émotive. Pour eux, c'est aussi beaucoup de beaux souvenirs qui ont passé ici. Et à ce moment-là, bon, cette belle revue-là, s'il y a des gens qui aimeraient la voir, se la procurer, ou peut-être connaissent des gens qui sont passés dans ces 50 dernières années à la Maison des Tournesols, on fait comment? C'est facile. Moi, je vous suggérerais de passer nous voir au 141 rue de la Gare. Okay. On est tous bien fins puis bien accueillants. Puis ça va nous faire plaisir de vous la faire parvenir ou de vous la donner en main propre si vous venez nous voir. Et est-ce que c'est le même cas comme pour ce soir, c'est-à-dire donc avec un don, on peut se la procurer? Oui, effectivement, don volontaire. Fait que c'est ce qu'on veut, ce qu'on peut. Et est-ce qu'on en a fait publier plusieurs exemplaires? 350. Okay. Pour commencer, on va voir. Et selon le principe, premier arrivé, premier servi? Tout à fait. Oui. Et de votre côté, d'avoir collaboré là, à cette belle aventure, c'est que du positif, sûrement. Bien oui, moi, je travaille au regroupement des organismes communautaires et alternatifs en santé mentale du Bas-du-Fleuve avec les gens de la Maison du Tournesol. Puis ça nous fait vraiment plaisir de pouvoir les épauler dans des projets comme ça pour faire rayonner leur histoire, mais aussi leur mission, puis leurs différentes activités, parce qu'on retrouve aussi
un recensement des différentes activités. Fait qu'il y a des photos par rapport aux différentes activités comme la zoothérapie ou même des activités de loisirs créatifs. Fait que c'est vraiment plaisant de pouvoir être là et de participer à ça. Donc, est-ce la première fois qu'on faisait un tel projet? Au sein du regroupement, oui. C'était la première fois qu'on faisait une publication là, qui relatait les 50 ans d'un organisme parce que c'est le seul organisme qui célébrait ses 50 ans. Il y en a un autre qui célèbre ses 60 ans, qui est membre du regroupement, mais ça commence l'année prochaine. Donc, ça pourrait être le premier d'une longue collection. Peut-être, qui sait? Bien, merci à vous deux, et puis on invite les gens à se le procurer rapidement pendant qu'il y en a. Oui, merci beaucoup tout le monde. Avez-vous entendu parler de la chasse à l'as, ce nouveau jeu de moitié-moitié qui fait fureur, notamment au Nouveau-Brunswick et puis aussi au Québec? Bien, on apprend que des télévisions communautaires autonomes du Québec ont décidé de s'associer pour offrir à leurs téléspectateurs ce jeu de hasard qui s'intitule le moitié-moitié.tv. Et j'en parle avec son initiateur, Dean Brisson, qui est directeur général de TVCL, mais qui est également le principal promoteur de cette loterie moitié-moitié. Dean Brisson, bonjour. Salut Martin, vous allez bien? Oui, merci. J'aimerais savoir, qu'est-ce que c'est ça, que cette fameuse course à l'as dans le cadre d'une loterie moitié-moitié? C'est important de savoir qu'au Québec, c'est juste depuis le 1er septembre qu'on peut faire des moitié-moitié à lot progressif. Alors, le jeu, c'est le traditionnel moitié-moitié. L'argent s'en va aux télécommunautaires participantes. Il y a 50 des sommes recueillies par la vente des billets de moitié-moitié qui s'en va d'un côté pour les télécommunautaires. Et l'autre moitié est divisée en deux. 30 dans un lot progressif qui s'accumule jusqu'à ce qu'une enveloppe dévoile l'as de pique. Et l'autre 20 dans un lot hebdomadaire, jusqu'à ce qu'on trouve l'as de pique dans une enveloppe. Alors, le financement se fait à partir de vente de billets moitié-moitié, comme on connaît le fameux moitié-moitié, mais c'est juste depuis le 1er septembre l'an passé qu'on puisse faire ça au Québec. Le Canada et les Maritimes le font depuis plusieurs années, une dizaine d'années passées, et ont beaucoup de succès avec leurs moyens de financement de moitié-moitié. C'est une course à l'as comme ça? C'est une course à l'as comme ça qui a généré jusqu'à un gros lot, jusqu'à 8 millions de dollars je pense que c'est au Nouveau-Brunswick dernièrement. Au Nouveau-Brunswick, on a vu aux nouvelles qu'il y avait un organisme, qui est rendu à 8 millions de dollars dans son lot progressif. Parce qu'on n'a pas découvert l'as, je pense qu'eux, c'est l'as de cœur, hein, c'est ça? On n'a pas découvert l'as dans le paquet de cartes, donc le lot continue de grossir. À s'accumuler à raison de 30 par semaine. Alors là, c'est venu fou là-bas, là, au Nouveau-Brunswick, 8 millions dans le gros jackpot, comme on l'appelle, qui peut être gagné si vous trouvez, comme vous voyez à l'écran, dans votre enveloppe que vous avez choisie, si vous avez l'as de pique, évidemment, vous gagnez le gros lot progressif. Toutefois, ce que l'on a vu à la télévision, ça fonctionne sur une formule papier. Ce que vous proposez, vous, c'est strictement dans l'électronique, c'est sur Internet. Oui, c'est pour la première fois disponible en version électronique. Donc, le tirage se fait par une compagnie agréée par la Régie des jeux et loteries du Québec, qui génère les billets, qui génère le tirage. Et pour acheter des billets, vous allez sur moitié-moitié.tv, puis vous choisissez le nombre de billets que vous achetez et la carte, l'enveloppe pour trouver la fameuse carte As de pique pour gagner le gros lot. Maintenant, vous avez offert aux stations de télévision communautaires autonomes de participer à cette opération moitié-moitié, donc d'en faire la promotion sur les ondes. Il y a combien de stations qui participent à cette initiative? Jusqu'à présent, on est 9 télécommunautaires avec la nôtre, un peu partout dans le Québec, qui présentent la chasse à l'as pour son tirage la semaine prochaine. On a la TVCO. Oui, j'aimerais savoir qui embarque, oui. Oui, on a la TVCO, on a la télé des Moulins, on a la télé du Rocher-Percé, on a la télé de Laval, on a la télé de la Abitibi-Médiaté. C.ca qui fait partie de la famille. On a CTRB à Berthierville, à Saint-Gabriel aussi.
C'est sur la télé dans Vaudreuil-Soulanges. Maintenant, comment chacune de ces télévisions va pouvoir obtenir le 50 % qui lui revient de ses ventes sur son territoire? C'est tout calculé avec les codes postaux. Alors, chaque région a ses codes postaux. Alors, les ventes régionales retourneront dans les télés communautaires régionales à l'aide des codes postaux, là. Puis la boutique, c'est très, très, très bien fait. Où on va acheter nos billets, la boutique en ligne. Le moitié-moitié.tv. Exact, le moitié-moitié.tv. C'est super bien fait. Donc, on sait qui achète des billets où, dans quelle région. Et c'est comme ça que ça ne va pas se gérer entre les télés communautaires. Et qu'est-ce que vous souhaitez pour les prochaines semaines? Il faut que le gros lot grossisse. On veut faire participer plus de télés communautaires régionales et faire grossir par le fait même le gros lot. Si on comprend bien le jeu, ben c'est plus que le gros lot augmente, plus qu'il y a de gens qui jouent. Et c'est comme ça que la folie se crée pour avoir des jackpots très impressionnants. Il y en a à Gatineau, il y a eu 1 million, ou en tout cas à Hawkesbury, dans ce coin-là, 1,2 million comme pot. On le sait maintenant, à 8 millions dans l'est du pays. Il y a des hôpitaux qui ramassent des millions avec ça aussi en Ontario. Donc, c'est une nouvelle formule. Ça arrive au Québec, les télévisions communautaires pourront en profiter. Oui, puis encouragez votre télé communautaire régionale en achetant un billet de moitié-moitié. Dean Brisson, merci beaucoup et bonne chance avec cette initiative. Merci beaucoup, Martin. Au plaisir. À Saint-Raymond-de-Portneuf, comme partout au Québec, le problème de l'itinérance prend de plus en plus d'importance. Charles Laviolette de CJSR nous présente les ressources de la Villa Saint-Léonard pour contrer l'itinérance. La maison d'aide de la Villa Saint-Léonard de Portneuf a distribué dernièrement un dépliant à propos de l'itinérance dans Portneuf. La villa offre depuis peu des ressources aux gens touchés par l'itinérance. Nous, à Villa Saint-Léonard, on offre un programme de thérapie pour contrer l'itinérance depuis maintenant presque 2 ans. On a des ententes de service avec le CIUS de la capitale nationale dans le comté de Portneuf, justement pour aider les gens là, dans leur démarche de projet de vie, pour se reloger et travailler les différentes sphères de leur vie. La mission pour la maison d'aide de la Villa Saint-Léonard est avant tout d'aider les adultes mixtes, femmes et hommes, 18 ans et plus, qui ont une problématique d'alcool, drogue et de médicaments. Donc, on existe depuis 1992 maintenant. On s'est relocalisé à Saint-Raymond en 2004. On peut héberger 20 résidents, 20 usagers, avec nos ententes de service qu'on a. Et puis, on a une vingtaine d'intervenants aussi pour desservir jour, soir et nuit. En fin de compte, on a des intervenants sur place 24 sur 24, 7 jours sur 7. Je suis intervenant en toxicomanie à Maison d'aide Villa Saint-Léonard. Je suis aussi responsable des ententes de service, dont le projet Vers un chez-soi, qui est une mission pour contrer un peu l'instabilité résidentielle dans le comté de Portneuf, au niveau de l'itinérance aussi. Donc, nous, on veut vraiment faire une différence à ce niveau-là pour pouvoir héberger rapidement des gens qui se retrouvent un peu de manière urgente, là, sans domicile fixe. En fait, le besoin est grandissant dans le comté de Portneuf. On l'a vu là, dans les dernières années, la demande a augmenté. Fait qu'on peut aider de plus en plus de personnes, puis on est bien placé là, sur le terrain pour remarquer à quel point le besoin est grandissant. On en entend parler beaucoup dans les nouvelles, comme quoi ça se déplace aussi dans les régions, mais ici, dans le comté de Portneuf, je peux te confirmer qu'effectivement, il y a un besoin qui est là. Puis au niveau de nos services, là, on peut accueillir la personne ici. On peut même entreposer ses meubles, des choses comme ça. Après ça, on va offrir le gîte, le couvert, aussi la nourriture, mais tout ce qui est l'évaluation des besoins de la personne. On va adapter nos services du mieux qu'on peut pour répondre aux besoins particuliers des gens qui se retrouvent dans une situation d'itinérance ou d'instabilité résidentielle. J'ai distribué beaucoup de pamphlets qui expliquaient nos services pour aller essayer aussi d'aller rejoindre les personnes. J'ai fait le tour des parcs, j'étais allé en arrière des écoles, j'étais allé même dans des épiceries, j'ai distribué des pamphlets dans des paniers d'épicerie, tous les bureaux de poste. On avait même entendu dire à un moment donné que
des fois, il y avait une problématique parce qu'il y en a qui retrouvaient des gens en train de dormir dans les guichets automatiques ou dans les bureaux de poste. Donc, j'ai fait tout le tour des guichets automatiques dans Port-Neuf puis des bureaux de poste. J'ai tout distribué des pamphlets, dans le fond, qui expliquent les services. Puis, malheureusement, les personnes ici dans le comté sont difficiles à rejoindre dans le sens que ils sont comme cachés un peu. Soit qui errent là d'un endroit à l'autre pour aller dormir. Sinon, probablement que tôt ou tard, ils se remontent peut-être à Québec, là, où il y a plus de ressources là, pour eux autres. À Trois-Pistoles, Véronique Labbé de la télévision des Basques et du Haut-Pays s'entretient avec Samuel Turgeon du parc marin Saguenay-Saint-Laurent au sujet de l'apparition de phoques du Groenland à proximité de l'île aux Basques. Me voilà en compagnie de M. Samuel Turgeon, gestionnaire par intérim des ressources du parc marin du Saguenay-Saint-Laurent. Bonjour, ça va bien? Oui, bonjour, ça va bien, vous? Oui, ça va très bien. Donc, je voulais vous rencontrer aujourd'hui puisqu'il y a certaines personnes qui ont observé des phoques du Groenland près de l'île aux Basques, ici à Trois-Pistoles. Je voulais revenir sur le sujet. Est-ce que c'est fréquent la présence de phoques du Groenland ici à l'île aux Basques? Bien, pour l'île aux Basques en particulier, j'ai pas vraiment d'informations là-dessus, mais pour l'estuaire du Saint-Laurent, c'est tout à fait normal de voir des phoques du Groenland durant l'hiver, contrairement à la plupart en fait des espèces de mammifères marins qui viennent ici l'été, là, dans l'estuaire, principalement dans la région du parc marin Saguenay-Saint-Laurent pour s'alimenter. Le phoque du Groenland, lui, va venir l'hiver, donc il va passer l'été dans l'Arctique, près du Groenland et dans la haute mer en Atlantique, et il va revenir à l'hiver dans l'estuaire du Saint-Laurent, donc c'est tout à fait normal de voir des phoques du Groenland. On le voit régulièrement, donc il est à la recherche de glace, donc possiblement qu'il y a une bonne banquise en ce moment dans le secteur de l'île aux Basques, donc c'est ce qui explique sa présence. Il y a 3 espèces de phoques qu'on rencontre régulièrement dans l'estuaire, le phoque commun, qui est l'espèce résidente, le phoque guéri et le phoque du Groenland, donc ils sont assez faciles à distinguer l'une de l'autre. Le phoque commun, on dit souvent qu'il a une tête qui ressemble à celle d'un chien. Le phoque guéri est beaucoup plus gros, une tête qui ressemble à une tête de cheval. Puis le phoque du Groenland, notamment on le voit plus l'hiver, donc c'est déjà une façon de le distinguer, mais son pelage aussi est tacheté de couleur, un corps qui est un peu plus élancé aussi, là. C'est bien intéressant. Puis, est-ce que Parc Canada, parce que le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent fait partie du Parc Canada, je voulais savoir, est-ce que vous faites un suivi sur les phoques? Faites-vous une étude? Est-ce que... On a différents projets en lien avec les différentes espèces de phoques. Sur le phoque du Groenland, on n'a pas de suivi en particulier, mais peut-être juste un point intéressant là-dessus. Tantôt, je mentionnais qu'on n'a pas nécessairement beaucoup d'informations sur la présence des phoques du Groenland dans l'estuaire. On sait que c'est normal qu'ils viennent, mais on n'a pas beaucoup d'informations. La raison étant notamment qu'ils viennent l'hiver. Puis nous, l'hiver, les scientifiques, on n'est pas beaucoup sur le terrain parce qu'on n'a pas accès à nos bateaux. On fait quelques projets scientifiques l'hiver, on en fait beaucoup moins. Donc, une façon qui peut être intéressante, même pour les riverains, de participer à l'acquisition de données sur les phoques, c'est via une nouvelle plateforme qui existe, qu'on peut trouver facilement en ligne. Si on cherche là, sur Navigation Baleine, c'est un nouveau site web qui existe. Puis là, on peut signaler des observations. Donc, c'est possible à n'importe qui, finalement, de déclarer une observation de mammifères marins. Donc, l'anecdote de phoques du Groenland, qui ont été observés en ce moment ou récemment à l'île aux Basques. Dans un an, on ne s'en rappellera plus. C'est une information qui va être en quelque sorte perdue. Mais si c'est archivé dans cette plateforme-là, ça permet de transformer cette observation-là en une donnée. C'est une donnée qu'on appelle la science citoyenne. Puis nous, éventuellement, plus que le volume de données va grossir, ça peut être des données qui peuvent être utilisées pour faire des suivis de l'utilisation de l'estuaire par différentes espèces. Donc, nous, l'été, avec le co-gestionnaire du parc marin côté gouvernement du Québec, donc la CEPAC, on fait un inventaire des phoques communs dans le fjord du Saguenay, donc un suivi qu'on fait environ une fois ou 2 semaines durant l'été.
Puis, on a fait un nouveau suivi l'été dernier avec la Première Nation des Wolastoqey-Washpégouk à bord de leur nouveau bateau, le Chiqueté. On a fait des nouveaux inventaires de phoques dans différents secteurs du parc marin, mais aussi à l'extérieur du parc marin sur la rive sud, notamment dans le secteur qu'on parlait tantôt de l'île aux Basques, pour voir les principaux secteurs utilisés. Dans ce cas-là, c'était par les différentes espèces de phoques, mais comme c'était l'été, c'était essentiellement des phoques communs et des phoques gris. Est-ce que la population se porte bien? Oui, pour le phoque du Groenland, là, si je ne me trompe pas, la population qu'on appelle la population de l'Atlantique Nord-Ouest est estimée à plus de 7 millions d'individus. Je ne m'attendais pas à ce chiffre-là, je vous dirais. Non, ben, c'est une espèce qu'on retrouve beaucoup plus dans le Golfe l'hiver, en Gaspésie, les îles de la Madeleine, puis même un petit peu partout dans le Golfe, même au nord du Golfe. On en voit un petit peu dans l'estuaire, mais c'est très peu par rapport à ce qu'on retrouve dans le Golfe. Là. OK. Je voulais faire aussi un parallèle avec le garrot d'Islande. Ce canard qu'on retrouve ici près des berges du Saint-Laurent aussi, qui a été observé. Est-ce que c'est un canard qui passe l'hiver ici et l'été? En fait, on va le voir l'hiver dans le Saint-Laurent. Il vient hiverner dans le Saint-Laurent. L'été, il va se retrouver plus dans les lacs, là, dans le nord du Québec. Donc, le garrot, c'est tout à fait normal d'en observer durant l'hiver. On a d'ailleurs un suivi, nous, sur le garrot d'Islande, parce qu'il faut savoir que le garrot d'Islande est une espèce avec un statut au niveau de la loi sur les espèces en péril, donc un statut préoccupant. Donc, nous, on effectue un suivi. À la base, notre suivi était localisé dans le secteur de Charlevoix, à Baie-des-Rochers, qui se trouve être près de Saint-Siméon. Mais depuis 3 ans, on a étendu notre suivi. Donc, maintenant, on fait des relevés de garrot sur toute la rive nord du parc marin, donc entre Gros-Cap-Alègue, près un petit peu en aval de la Malbaie, jusqu'aux Escoumins. Puis cet hiver, pour la toute première fois, là, avec l'Observatoire des oiseaux de Rimouski, on a étendu notre suivi du garrot à la rive sud. Donc maintenant, on a des sites qui sont visités environ 2 semaines là, entre Métis et Trois-Pistoles environ. Là, on a différents sites que des observateurs vont noter. Là, je parle des garrots. On appelle ce suivi-là le suivi des garrots, mais dans les faits, on note l'ensemble des oiseaux marins qui sont observés. Mais oui, c'est tout à fait normal de voir des garrots. Puis, les autres espèces de canards, comme si je parle du canard noir, est-ce qu'ils passent l'hiver aussi? Oui, le canard noir, on en voit un petit peu partout aussi l'hiver. Je connais moins sa distribution, mais on en voit régulièrement. Là, notamment, nous, on en voit beaucoup dans le secteur de Baie-Sainte-Catherine. C'est une espèce qu'on voit régulièrement. Puis pourquoi le garrot d'Islande est en voie d'extinction? Ah, c'est une bonne question. Je ne m'y connais pas très bien au niveau du garrot d'Islande, mais il y a plusieurs menaces, un peu toujours les mêmes pour ces espèces sauvages-là. C'est la perte d'habitat, la contamination, des fois la disponibilité des proies aussi. Mais pour le garrot d'Islande, particulièrement, je serais pas bien placé pour y répondre. C'est sûr, c'est une espèce qui est sujet aussi au changement dans l'environnement, les changements climatiques. C'est d'ailleurs un des buts de notre étude, c'est voir justement est-ce qu'il y a des changements dans la distribution de l'espèce, notamment avec les changements climatiques. S'il y a des changements au niveau des glaces, bien, clairement que ça a un lien sur l'utilisation des différentes baies, des différents secteurs par les oiseaux en général, mais particulièrement le garrot. Puis, je vais revenir avec les phoques, soit le phoque du Groenland ou le phoque commun ou le phoque gris. Pourquoi qu'ils se retrouvent sur les glaces? C'est-tu parce qu'ils veulent se reposer? C'est une drôle de question, mais... Ben, le phoque du Groenland, il va mettre bas sur la glace. OK. C'est son principal... Oui, il va mettre bas uniquement sur la glace. Le phoque gris, ça peut arriver aussi qu'ils vont mettre bas sur la glace, mais ils peuvent le faire aussi à terre. Mais le phoque du Groenland, c'est vraiment sur la glace qu'il va mettre bas. Parce que souvent, les gens ils disent bon, ben, ils se reposent au soleil parce qu'ils ont de l'air bien, ils sont tout installés. En tout cas, les photos qu'on a eues, c'est vraiment très, très beau. Puis c'est ça qu'on se demandait, voir s'ils mettaient bas ou c'était juste pour se reposer ou tout simplement. Ben, c'est différentes activités qu'ils vont faire. Là. Le repos en fait partie, évidemment. Bon, ben, je vous remercie beaucoup, M. Samuel Turgeon, pour cette belle entrevue puis nous donner plus d'informations sur le phoque et le garrot d'Islande. Ça fait plaisir.
Bien, merci. C'était Véronique de TCBH. La ville de Forestville organisait le 27 janvier dernier une journée d'activité sous le thème des plaisirs d'hiver et Véronique Lévesque de la Télévision du Littoral y a participé. Le service des loisirs de la ville de Forestville a inclus dans sa programmation hivernale la journée plaisirs d'hiver qui a eu lieu samedi, le 27 janvier, au club de golf Le Méandre. Tous les citoyens pouvaient venir profiter des activités offertes comme la glissade sur tube, le spikeball, la raquette, le ski de fond et le fat bike. L'Académie de tennis L'Angelier était présente également afin d'initier les curieux au tennis sur neige. Une soirée disco-patin se déroulait en soirée à la patinoire extérieure du complexe Guy Ouellette. Soulignons que les pistes de ski de fond du club Le Plein d'Air étaient gratuites pour l'occasion. Le service des loisirs de Forestville remercie ses collaborateurs, soit le club de golf Le Méandre, l'Académie de tennis L'Angelier, la Polyvalente des Rivières, le club Le Plein d'Air, la Maison des Jeunes L'Entretemps, l'ASEC de Forestville. Rappelons que les journées plaisirs d'hiver reviennent chaque année entre la mi-décembre et la mi-mars. Ils permettent une promotion commune des activités hivernales de la région dans différentes municipalités, afin d'appuyer les unités régionales de loisirs et de sport dans la promotion et la valorisation de la pratique régulière d'activités physiques. Le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur met à disposition une aide financière pour redistribution auprès de divers organismes locaux et régionaux de la Côte-Nord. C'était Véronique Lévesque pour la Télévision du Littoral. C'est tout pour le Bulletin des régions cette semaine. On espère que ça vous a plu. Je remercie toutes les stations de télévision participantes et je vous dis à la prochaine.